Législative 2022. Bienvenue sur France 3 Pays de la Loire. Nous sommes à J-4 du premier tour de ces élections législatives. 17h50, c'est un rendez-vous exceptionnel, en lieu et place de votre 18h30 habituel pour aborder le thème du logement dans cette émission qui va durer près d'une heure. Le logement, faut savoir que c'est l'une des préoccupations du moment et donc l'un des thèmes que de nombreux citoyens électeurs abordent naturellement, spontanément, rapidement même quand ils rencontrent des candidats à ces élections législatives. Des citoyens, justement, 4 d'entre eux seront en duplex avec nous durant cette émission pour questionner 4 candidats, 2 dans un premier temps, tous deux se présentant en Vendée, puis 2 dans un autre, dans une vingtaine de minutes à peu près, une candidate en Loire-Atlantique, une en Maine-et-Loire. Et puis il y aura un autre débat, notez tout de suite, mercredi, même heure, même lieu, sur le thème de l'environnement et le cadre de vie. Regardez ce petit QR code qui apparaît sur votre écran. Il va apparaître plusieurs fois durant cette émission. C'est un lien vers notre site internet grâce auquel vous pouvez tout retrouver, je dis bien tout, toutes les informations concernant ces législatives en Pays de la Loire, présentation des circonscriptions, débats dans les 5 départements, enjeux locaux, nationaux, reportages, etc., etc. Stéphane Buchou, bonjour. Bonjour Emmanuel Faure. Vous êtes le député LaREM sortant, mais candidat ensemble sur la 3e circonscription de Vendée. Aurélien Mauger, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat NUP, mais vous êtes au sein du parti LFI, candidat donc sur cette 3e circonscription de Vendée également. Et puis en duplex, avec nous, on va retrouver dans quelques instants du côté de l'Île-Dieu, en Vendée, Clément Bertrand. Bonjour Clément, vous êtes musicien, vous êtes Ilais et vous êtes un lanceur d'alerte au sein d'une association qui s'appelle Les Enfants de Tempête que vous avez créée il y a 2 ans. On va vous retrouver tout de suite. En duplex également avec nous, depuis les Sables d'Olonne, dans son agence immobilière qu'il dirige avec son frère, Alexandre Machery. Bonjour monsieur Machery. Messieurs, je vais tout de suite vous faire écouter, dans un second temps, c'est très paritaire. Il n'y aura que des dames dans le deuxième débat. Comme ça, on est irréprochable. Je vais vous faire écouter Charlotte. Charlotte, c'est une jeune femme qui vit sur l'Île-Dieu et elle est confrontée à un problème de taille. Écoutez-la. C'est un terrain de 264 mètres carrés à 128 000 euros. Et sauf qu'il ne me resterait que 60 000 euros pour la maison, donc ce qui est impossible. Moi, je suis pleine de rêves et d'ambitions, donc moi, j'y crois. Mais plus le temps passe et plus j'ai moins espoir en fait. Plus l'espoir diminue, genre je suis au taquet sur le bon coin, tout ce qui sort, je regarde et je vois c'est 2000 m², 600 000 euros ou des maisons à 300 000 euros et la banque m'autorise 180 000 pour mon projet, donc tout me passe sous le nez quoi. Oui, ça fait cher la maison. Je vais quand même spécifier, vous êtes tous 2 candidats sur la 3e circonscription de Vendée. Il y a 6 autres candidats sur cette circonscription dont les noms s'affichent ici pour être bien sûr de n'oublier personne. Messieurs, vous avez entendu Charlotte. Charlotte, elle veut vivre sur l'Île-Dieu, elle n'a pas le budget. Est-ce qu'elle doit quitter l'Île-Dieu ou il y a une solution pour elle? Une solution législative évidemment, puisque vous êtes tous 2 candidats à ces élections. Monsieur Mauger. Alors oui, les terrains et les maisons à 600 000 euros à l'Île-Dieu, c'est assez commun. Il y a énormément de spéculation immobilière qui a eu cours sur le littoral vendéen et particulièrement sur les îles. Donc quelques promoteurs immobiliers, spéculateurs et multipropriétaires se sont accaparés toutes les maisons et d'un commun accord, à peu près, font monter les tarifs de ces maisons. Vous dites qu'il y a trop de résidences secondaires, trop de gens qui spéculent, notamment sur l'Île-Dieu, et ça empêche les habitants de s'installer et de vivre à la Des multipropriétaires qui font monter le prix des marchés. Mais concrètement, vous proposez quoi alors, pour une personne dans le cas de Charlotte? Eh bien, on a plusieurs propositions à la NUPES. On veut augmenter énormément les taxes sur les habitations, sur les logements secondaires, les taxes sur les logements vacants. Donc il y a déjà des taxes actuellement, mais c'est assez facile d'y échapper. Les taxes sur les logements secondaires sont très légères, on trouve. On va essayer de oui, mais excusez-moi, mais si les gens ont une résidence secondaire et qui peuvent la payer et qui peuvent éventuellement payer ces taxes, ça ne va pas résoudre le problème de celles et ceux qui veulent arriver ou rester sur l'île. Et on va également essayer d'augmenter le droit de préemption des mairies, qui est un droit qui existe en ce moment, mais qui est largement détourné. Alors les mairies n'ont pas toujours les moyens de faire appliquer ce droit. Donc, qui leur permet de renforcer le droit pour que les maires soient vraiment le patron de leur commune, et en l'occurrence sur l'Île-Dieu, pour octroyer ils ont la possibilité d'être prioritaires sur les achats des maisons et des logements. Sauf que le moindre vice de procédure peut faire capoter la mairie. Stéphane Buchou, qu'est-ce que vous proposez pour une personne, toujours, dans le cas de Charlotte? Alors écoutez, le cas de Charlotte, ce n'est pas un cas isolé. Donc le constat, il est partagé. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de se loger à la fois à l'Île-Dieu, mais sur l'ensemble des communes du littoral, et même, je dirais, du rétro-littoral. Donc,
il faut être concret, il faut essayer d'apporter des solutions très pratico-pratiques de manière à ce qu'on n'ait pas un exode et un exil des îlets qui veulent rester sur l'île Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Il y a plusieurs choses à faire. On a une spécificité, c'est le taux effectivement de résidence secondaire. Et donc, moi, ce que je propose, et je le défendrai, et je m'emploierai dès ma réélection, si les électeurs me font confiance, à présenter un texte en ce sens, c'est effectivement de créer ce que j'appelle une contribution vertueuse sur les résidences secondaires. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à une situation aujourd'hui où on a une opposition entre les jeunes îlets qui veulent rester à l'année et les résidences secondaires. Le phénomène est un peu le même sur Noirmoutier d'ailleurs. Absolument. Je pense que personne n'a intérêt à opposer les uns avec les autres. Les gens ont besoin des touristes, donc de la location, parce que ça fait vivre quasiment la moitié de l'année l'île. Mais il faut aussi qu'il y ait de la vie le reste du temps, parce que notamment, il y a des écoles et il y a des gens qui vivent à l'année. Et donc, il ne faut pas brûler ce qu'on a encensé. On est dans un département dans lequel le tourisme est très important. Donc, cette contribution, elle doit permettre d'alimenter un fonds qui aidera les collectivités à acquérir du terrain à bâtir. Donc, renforcer le pouvoir des maires, un peu comme M. Mauger. Oui, enfin, renforcer le pouvoir des maires, si vous voulez, le pouvoir des maires, aujourd'hui, le droit de préemption existe. La difficulté, c'est qu'on a un prix de marché et qu'aujourd'hui, les collectivités sont quelque peu exsangues pour acquérir soit du terrain à bâtir, soit des logements à rénover. Donc, ce qu'il faut, c'est les aider financièrement. Et moi, je pense qu'on a intérêt à faire contribuer de manière, encore une fois, vertueuse les résidents secondaires. Il ne faut pas les stigmatiser. Il faut que tout le monde s'entende, quoi. Il faut que tout le monde s'entende. Il faut mettre les choses sur la table. Et moi, je déposerai un texte en ce sens dès la rentrée. Dès la fin juin ou dès la rentrée. Très bien. Clément Bertrand, on vous retrouve, musicien, disais-je, lanceur d'alerte au sein de l'association Les Enfants de Tempête sur l'île Dieu. Vous êtes vraiment un enfant de l'île Dieu, Clément. Hein. L'île Dieu, c'est 4800 habitants, à 30 km du continent, et on multiplie par 5 la population l'été. Est-ce qu'aujourd'hui, Clément, vous êtes propriétaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, vos voisins, qui sont éventuellement locataires, sont en danger ? Est-ce que vous les sentez ? Est-ce qu'ils se sentent en danger sur l'île Dieu ? En fait, le problème de ce problème-là, c'est qu'on est toujours on manque de visée à long terme. Vous dites que moi, je suis propriétaire. Effectivement, j'ai eu la chance de tomber sur des gens très intelligents qui avaient cette volonté de vendre à un enfant de l'île Dieu. Donc, ils m'ont vendu une maison très peu chère et puis j'ai acheté il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu, c'est évident. Donc, en fait, le problème, il est en train de naître aujourd'hui. Il existe depuis très longtemps. L'effet confinement et les différentes crises nous ont comment dirais-je, fait passer des marches supplémentaires dans l'indécence. Et il faut avoir des visées politiques sur du long terme parce que le problème, il commence à exploser. Mais les enfants qui vont partir, ils vont pas partir demain, ils vont partir après-demain. Et ils vont partir après-demain parce qu'on est exclu de l'avenir de ces territoires, clairement. Le foncier nous exclut de l'avenir de ces territoires. On ne peut pas acheter ni terrain à bâtir, ce qui était encore possible il y a 5 ou 6 ans. Avec des copains, on faisait de l'autoconstruction et on s'en sortait. Aujourd'hui, c'est mort. Les locations sont majoritairement saisonnières, on ne peut pas louer. Et quand on est locataire, on a l'épée de Damoclès sur la tête. Parce que si jamais notre proprio meurt ou décide de vendre, ce qui quand même pourrait être tentant en ce moment où les prix sont maximales, on retrouve rien d'autre. Donc en fait, il faut faire en sorte que toutes ces situations de détresse et de fragilité dans lesquelles sont les gens ne puissent ne plus exister ou en tout cas trouver des réponses sur du long terme. Alors qu'est-ce que vous demandez aux candidats, Clément Bertrand ? Nous, on pense que le foncier, c'est le problème majeur en fait, et qu'il faut tout faire pour faire baisser le foncier. Il faut créer des boucliers anti-spéculation, il faut pouvoir imposer des plus-values sur Il faut surtout arrêter de considérer le bien immobilier comme un produit marchand. Hein. Le droit d'habiter, c'est un droit. Tout le monde devrait pouvoir habiter là où il vit, quoi. Je veux dire, ici, on est en permanence, et depuis que je suis dans ce collectif, je suis vraiment confronté aux détresses de ces gens. C'est parce que j'ai des chiffres à vous donner, mais en fait, c'est des visages, c'est des familles, c'est des gens qui sont virés dans 15 jours. C'est des enfants qui vont quitter les écoles. Il y a un vrai problème ici, qui est national, je vous l'accorde, mais ici, on cumule à peu près tout. On cumule à peu près tout sur un territoire qui n'est pas extensible, avec des prix de maison. Les 2 dernières années, il y a eu 19 ventes. La moyenne était de 600 000 euros de ces ventes de maisons. Je veux dire, on cumule à peu près tout. On a des investisseurs qui débarquent, qui vont faire en sorte qu'on ne pourra plus bientôt avoir accès au pas de porte et créer des boutiques. On ne peut pas se projeter dans un endroit où on ne peut pas habiter.
Très bien. Aujourd'hui, Alors, on ne peut plus ce que habiter vous à dites, Clément, l'île-dieu. on va Donc, le quand vérifier on en ne peut plus chiffres habiter à l'île-dieu, l'instant. on ne fonde pas. On va le vérifier avec les prix médians. On va regarder les chiffres ensemble des prix médians au mètre carré dans la région, notamment sur le littoral. Regardez, 6 000 €, c'est le prix médian du mètre carré à La Baule. Regardez autrement sur l'île-dieu, 5 500 €, plus 18% en un an. Noirmoutier, 5 100, plus 25%. Les Sables d'Olonne, 4 288, plus 15%. Messieurs, vous avez entendu Clément, qui aime son île, ça se sent, ça s'entend, et qui veut vraiment défendre la vie des habitants à l'année. Ouais. Qu'est-ce qu'un législateur en puissance peut faire pour que la vie et que des gens puissent vivre chez eux toute l'année sur l'île-dieu? Alors, ce qui me paraît vraiment prioritaire dans ce que dit Clément, c'est effectivement d'encadrer le prix des loyers et de taxer énormément la spéculation foncière qui a lieu sur les îles. C'est vraiment très facile de se faire beaucoup d'argent en achetant quelques maisons et en faisant travailler le tourisme. Effectivement, tout le littoral français a été pensé pour le plein tourisme et a été Il y a à peu près 60% de résidences secondaires sur l'île-dieu. Voilà. Et du coup, il faut encadrer tout ça pour mettre un coup de frein à cette spéculation financière qui va s'arrêter quand il n'y aura plus que des résidences secondaires sur l'île-dieu. Ouais. Stéphane Buchou, ça vous inquiète éventuellement, ce que dit Clément Bertrand, à savoir peut-être qu'un jour, il n'y aura que des résidences secondaires et que des touristes sur l'île-dieu? Alors, ça m'inquiète. En même temps, je pense que là encore, il faut être très concret. On a un sujet de résidence secondaire et on a quelques leviers quand même qu'on peut actionner. J'en citerai quelques-uns. Le premier, c'est la fiscalité. On a aujourd'hui une fiscalité plus intéressante lorsqu'on loue des meublés de tourisme que lorsque l'on fait de la location à l'année. Donc ça, il faut le changer. Et c'est le législateur qui peut assez facilement le faire. Donc ça, c'est une proposition et une chose sur laquelle moi je m'engage et qui doit permettre de changer les choses. Il n'y a pas une solution miracle, il y a un bouquet de solutions. Je parlais tout à l'heure de la contribution vertueuse sur les résidences secondaires, parce que je pense qu'il faut que les résidences secondaires contribuent, on a besoin d'eux, mais contribuent aussi au fait que les jeunes, comme Clément, puissent rester sur l'île. L'île, elle a besoin d'enfants dans les écoles, elle a besoin de commerce, elle a besoin d'artisans, elle a besoin de Deux écoles salariés. et deux collèges sur l'île-dieu. Oui, absolument. Mais effectivement, si on est dans le statu quo, et si on ne pense pas l'île-dieu, on prend l'exemple de l'île-dieu 2030 ou 2040, alors effectivement, le risque, c'est ce que vient de dire Clément. Et donc, le législateur que je suis, doit s'engager, et je m'engage pour qu'effectivement, on trouve des solutions concrètes. J'en ai cité deux. Je peux vous en citer une autre à laquelle je pense. Allez, une dernière, puis après, on va se rendre au Sable d'Olonne. Je pense qu'il faudra que ce soit, là aussi, concerté avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on parle du législateur à juste titre, mais on a aussi les collectivités locales qui ont un rôle à jouer, et donc le législateur, l'État doit pouvoir accompagner les collectivités locales. Mais la loi, les règles du jeu, entre guillemets, elles viennent du Sénat et de l'Assemblée nationale. Absolument. Vous, en l'occurrence, et pour avoir rencontré Clément il y a quelques temps sur l'île-dieu, on avait parlé aussi d'hyperfréquentation touristique. Je pense aussi que quand on a des milliers de touristes qui viennent à l'île-dieu en plein mois d'août ou en plein mois de juillet, on peut regarder aussi à une contribution lorsqu'on stationne sa voiture sur le continent. Je pense qu'il y a des leviers comme cela qui peuvent venir abonder un fonds qui doit permettre, encore une fois, je le répète, d'accompagner les collectivités pour acquérir des biens qui permettront aux îlets de rester vivre avec des loyers modérés, parce qu'on va regarder les loyers. Prenons l'exemple d'un 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, prix relevé cette semaine, c'est pas du tout inventé. Regardez, au Sable d'Olonne, il vous en coûtera 1 100 €, charges comprises. Pornichet, tout près de la Baule, 1 100 € également. L'île-dieu, 850 €. Noirmoutier, 655 €. Alexandre Machery, directeur d'une agence immobilière au Sable d'Olonne, donc en face de l'île-dieu, sur le littoral. Ça, ce sont des prix courants où vous notez qu'il y a eu une grosse augmentation ces derniers temps, crise de Covid ou pas d'ailleurs, et que forcément, il y a peu de gens qui peuvent se payer un loyer comme ça. Alors, il y a une augmentation réelle depuis au moins un an, qui est due surtout à la très forte demande. Pour prendre un exemple, lorsque je mets une maison 3 chambres en ligne, je suis obligé de la retirer au bout de 48 heures, tellement j'ai de demandes et d'appels. Quel que soit le prix. On est submergé, donc quel que soit le prix. Et alors, au Sable d'Olonne, c'est pas forcément des demandes de sablés, c'est beaucoup de demandes de personnes qui arrivent de Paris, qui sont retraitées, qui ont tout vendu, qui veulent venir en location, de personnes qui ont trouvé du travail, qui vont être embauchées en septembre, des personnes qui cherchent du secondaire, et j'ai pas trop de demandes de personnes qui sont déjà sablées et qui souhaitent changer de location. On a de moins en moins de préavis,
mais on a beaucoup de demandes de gens extérieurs au Sable d'Olonne qui viennent pour la qualité de vie, tout simplement. Bien sûr, mais est-ce au que, Sable d'Olonne Monsieur et en Machry, location. est-ce qu'il y a des gens, donc visiblement, ceux qui ont des budgets, trouvent chaussures à leurs pieds grâce à vous, chaussures, enfin en tout cas appartements ou maisons pour y vivre et pour être bien. Mais est-ce que celles et ceux qui sont sablés ou qui viennent travailler au Sable d'Olonne trouvent une maison, un appartement en fonction de leurs revenus ou sont obligés de revoir leur budget et d'aller loin à l'intérieur des terres? Non, ils trouvent quand même, mais c'est beaucoup plus difficile puisque, comme je vous le disais, dès que j'ai une maison, j'ai 300 demandes. Donc forcément, ils vont être obligés d'avoir une recherche beaucoup plus active, de faire toutes les agences, de faire le bon coin, de solliciter, de faire plein de visites, mais ils finissent quand même par trouver. On a des maisons aussi qui sont en loi Pinel, où les loyers sont plafonnés. Pour exemple, cette semaine, j'ai une maison 3 chambres de 100 mètres carrés à 810 €. Bon, et est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir vraiment désespérés en disant trouvez-nous une maison, quelque chose, mais dans notre budget, parce que Oui. on doit absolument travailler dans le coin et on peut pas, on n'a pas assez d'argent? Oui, tous les jours. Tous les jours, on a de demandes de personnes qui ont des CDI et qui n'arrivent pas à se loger et pour qui, malheureusement, on ne peut pas forcément trouver de biens dans les délais impartis. Bon, restez avec nous, Alexandre Machry, on va revenir vers vous tout de suite. Stéphane Buchou, encore un cas éloquent. Alors ceux qui ont les moyens, parisiens ou pas, pas stigmatiser, tous les Parisiens ou tous les Franciliens ne sont pas tous riches. Comment on fait? On a un CDI, on vient travailler, éventuellement un emploi saisonnier, on ne peut pas se loger. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous venez de dire quelque chose de très important. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, contrairement à ce qui se passe à Lisieux, au Sable d'Olonne, on a plus de possibilités de construction. Je prends cet exemple-là parce qu'il est assez flagrant. Alors pas sur le littoral, pas sur le front de mer. Non, il n'y a pas de sur le dents front. creuses, comme on dit. Il y en a quelques-unes, mais elles sont vraiment très, très limitées. Mais vous savez qu'au Sable d'Olonne, il n'y a pas que le front de mer. Il y a aussi un peu de Ouais, mais le maire, d'ailleurs, le dit souvent, comme toutes les communes littorales, ça ne se développe qu'à 180 degrés, parce qu'évidemment, en face, on ne peut pas construire. On est absolument d'accord, on ne peut développer que sur 180 degrés. Mais quand même, sur 180 degrés, il y a des possibilités. Donc la première des choses, c'est que lorsque l'on peut construire, on construise. Donc utiliser au maximum le foncier. C'est ce que vous dites. Utiliser au maximum le foncier, absolument. Vous parliez de dents creuses. Donc il y a quelques dents creuses. On a aussi un objectif de zéro artificialisation nette des sols. Mais encore une fois, lorsque l'on peut construire, il est toujours mieux de construire, alors aussi sur des modes de construction qui doivent être différents de ce qu'on en a connu depuis maintenant plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser l'urbanisme de demain. Je crois que vous avez un débat tout à l'heure sur l'urbanisme, sur du petit collectif. On a une forte demande, votre invité le mentionnait tout à l'heure, donc il faut qu'on puisse, là aussi, répondre à la demande. Donc ça veut dire construire différemment, construire mieux, mais construire aussi avec de la sobriété. Et puis aussi permettre à celles et ceux qui viennent travailler sur notre territoire de pouvoir se loger. Je note par exemple au Sable d'Olonne qu'on préfère par exemple payer une forte amende, et c'est donc de l'argent public, alors ça, oui, plutôt là que de vous en construire. prenez au maire. Alors, on va dédouaner un petit peu le maire, parce que oui, il parle notamment des logements sociaux. La ville des Sables d'Olonne était dans les clous jusqu'à ce qu'il y ait eu ce rapprochement avec Châteaulon et Olonne-sur-Mer. Et là, du coup, évidemment, le pourcentage n'est pas le même, de 25% de logements sociaux. Et je crois que c'est 900 000 € que doit payer la ville des Sables d'Olonne pour non-respect de ce logement social. Mais la ville a dit qu'elle allait en construire d'autres dans les mois et les années qui viennent. Monsieur Mauger, reprenons cet exemple éloquent Oui. avec Monsieur Machry. Alors ça me parle bien. Un couple, CDI, on s'installe avec 1, 2 ou 3 enfants ou pas encore d'enfants, peu importe, on veut en avoir. Comment on fait? Alors oui, moi j'ai travaillé dans les usines des Sables d'Olonne, dans la construction de bateaux. Et il y a énormément de jeunes dans ces usines qui n'arrivent pas à se loger. Ils sont obligés de vivre avec leurs parents jusqu'à 30 ans avant d'avoir un salaire à peu près convenable qui dépasse un poil le SMIC pour pouvoir se loger. Et quand on met plus de la moitié de son salaire dans un logement, il ne reste plus grand-chose pour vivre. Normalement, on ne devrait pas mettre plus de 33%. Normalement. Bon, actuellement, avec des loyers à entre 800 et 1100 € au Sable d'Olonne et un salaire à 1300, ça ne marche pas. Ça passe pas. Donc, il faut déjà, premièrement, augmenter les salaires. Deuxièmement, encadrer les prix de l'immobilier. Et, Donc encadrer les loyers, contraindre les propriétaires à baisser le loyer. Voilà, c'est ça. Jouer Jouer sur vous tous les les parties en contraignez? même temps. Parce que c'est à eux le logement. Ah, mais on fixe les prix et on encadre les prix des loyers. Il faut, oui, c'est obligatoire. D'accord, comme ça a été testé à Paris notamment. Comme ça a été testé à Paris, sans doute. Mais également, on a, c'est drôle que vous parliez des logements sobres en énergie. La France Insoumise avait déposé en 2022 la loi 51-66 pour les logements, améliorer la construction des logements en terre-paille, par exemple, et a proposé plusieurs lois sur le logement que vous avez voté contre.
Et également, par contre, vous avez voté la loi Elan qui a été mise en place, qui... La loi Elan, on rappelle ce que c'est ? La loi pour l'économie, l'aménagement, l'urbanisme et Voilà. le numérique, et pardon. Bon, le temps que vous retrouviez, on va retrouver excusez-moi. Clément Bertrand, parce que Clément Bertrand, est-ce que ces 60% de résidences secondaires sur l'île-Dieu, ça vous fait plaisir d'un côté parce que ça ramène des gens, ça fait connaître l'île, ça la fait vivre, mais en même temps, ça contraint forcément celles et ceux qui veulent s'installer. Il y a l'exemple de Saint-Malo, où la municipalité a décidé un pourcentage de location par quartier. Est-ce que vous aimeriez ce type de réglementation pour votre île ? Ouais, déjà, je voudrais commencer par dire, on n'est pas du tout un collectif d'identitaires. Nous, on se bat autant pour des gens qui viendraient nous peupler, habiter à l'année, que pour des enfants de l'île-Dieu qui voudraient rester. Et on n'a absolument rien contre le tourisme ni les résidences secondaires. On se bat parce que il y a un déséquilibre énorme et que c'est un chien fou incontrôlé qu'il faut un tout petit peu muselé, laissez-moi l'image. Donc effectivement, vous parliez des loyers tout à l'heure. Nous, on n'en a plus de loyers. De toute façon, il n'y a plus de maisons à louer à l'île-Dieu. Il n'y a plus de maisons à louer à l'année. Donc, je ne vous parlerai pas de prix au loyer au mois. Je peux vous parler que de loyer à la semaine. Voilà. Donc, effectivement, il faudra certainement, et même, c'est sûr, passer par une régulation des locations de courte durée. C'est évident. En second, voilà, on est 60% de résidences secondaires. Admettons, je n'ai pas le chiffre en tête, mais admettons qu'il reste 300 terrains à construire à l'île-Dieu. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines années ? Au prix du foncier, dans la logique des choses, et si on laisse cette logique ancienne et très vieille continuer à faire, c'est-à-dire laisser les gros chiens manger les petits, ces 300 terrains seront des résidences secondaires. Donc on passera à 65, 70. À quel moment le chiffre est censé nous inquiéter ? Je trouve que 60%, c'est déjà pas mal. Nous, avec l'association, on militait aussi pour qu'il y ait un palier de résidences secondaires. Ça nous paraît normal que sur une île qui vit toute l'année, il n'y ait pas 8 maisons sur 10 de fermées. C'est quoi votre palier ? Un mois dans l'année, voilà. Le palier, on était parti, on avait mis la barre symbolique des 50%, c'est-à-dire que les communes qui ne l'ont pas atteint ont cette barrière symbolique de se dire attention, et puis ceux qui l'ont dépassé travaillent pour essayer de rééquilibrer la chose. Bon, on sait très bien que sur des lieux comme l'île-Dieu, on ne reviendra pas à 50%, on n'est pas du tout pour chasser les gens. Par contre, on est pour travailler, faire en sorte que ce qui va être construit et ce qui pourrait être vendu en déjà bâti puisse être destiné à de l'habitat principal. Et que par exemple, le maire puisse avoir un droit d'assurer sur le PLU que les terrains à bâtir soient destinés à de l'habitation principale. Ça devrait être normal dans la situation où nous on est, encore une fois, et malheureusement où, dans la situation dans laquelle sont... Alors on va demander aux candidats, si impactés vous voulez bien, comme Clément, Stéphane Buchou, ça veut dire que là, il faut mettre dans le coup, évidemment, les maires, comme le propose Clément Bertrand, mais aussi les promoteurs, les constructeurs, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut absolument que tout le monde joue le jeu, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et qu'on se dise c'est quoi l'île-Dieu, c'est quoi notre territoire dans les 20 ou dans les 30 prochaines années. Simplement, ce que Clément dit, et il a raison, on est dans une situation d'urgence. Donc on a des leviers qui aujourd'hui existent. Je vous le rappelais tout à l'heure sur la fiscalité, on a des leviers sur la résidence secondaire. Moi, je reste un convaincu et je me battrai pour ça, pour que les résidents secondaires contribuent à hauteur de leurs possibilités. Alors ça fera partie du débat parlementaire. Il faudra qu'on regarde effectivement quel taux de résidence secondaire et quel est le montant de la contribution. Ça va être facile de convaincre vos collègues, parce que vous allez être dans un groupe, vous, M. Bauger, ou vous, M. Buchou, l'un de vous deux, ou en tout cas les autres candidats. Mais l'île-Dieu, sans manquer le respect aux îlets, non mais à l'échelle de... L'île-Dieu n'est pas la France. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on ne fait pas une loi simplement pour une île. Non, l'île-Dieu n'est pas la France. Simplement, dans la loi 3D, on ne va pas rentrer dans les détails, un des derniers textes que nous avons voté aussi les particularités insulaires. Et il y a une association dont fait partie l'île-Dieu qui s'appelle l'Association des îles du Ponant. Et l'île-Dieu n'est pas malheureusement la seule qui fait face à cette situation. Donc je pense que j'ai énormément de collègues députés qui ont la chance d'avoir ces belles îles dans leur circonscription. Et je pense qu'on est tous confrontés à ce problème-là. Donc je pense qu'il y a un vrai levier sur, encore une fois, je le répète, les résidences secondaires, sur les capacités des collectivités à se rendre propriétaires ou de terrains bâtis ou de logements déjà existants. On partage. Simplement, il leur faut des moyens. Il leur faut des moyens financiers. Il leur faut des ressources à ces collectivités pour pouvoir acquérir. Donc c'est là où la contribution que je propose, moi, de créer, viendrait en accompagnement et permettrait d'acquérir ces biens
sans non plus dénaturer le marché. On parlait tout à l'heure avec l'agent immobilier. On va lui donner la parole. Il y a une loi du marché aussi. Hein. Ouais. Alexandre Machery, on vous retrouve, directeur d'agence immobilière au Sables-d'Olonne. Le prêt à taux zéro pour accéder à la propriété, parce que vous avez un petit peu accès, les clients qui viennent dans votre agence vous le disent. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de prêt à taux zéro? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'aide à l'accession au logement? Pas forcément, puisque sur les Sables d'Olonne, on touche quand même des prix plus élevés. Donc les jeunes se rabattent en rétro-littoral. Donc sur les achats à 14 km des Sables, sur les communes de La Chapelle-Achard, La Motte-Achard, Sainte-Foy, Grosbreuil, on va avoir des demandes de prêt à taux zéro. Mais sur les Sables d'Olonne en elles-mêmes, on n'a pas trop ce genre de demande. Ouais. Vous avez l'impression quand même que c'est toujours le même profil de personnes qui viennent s'installer ou chercher à s'installer sur les Sables d'Olonne et qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement de la population, notamment en termes d'âge et de moyens. Oui, c'est pareil. J'entendais limiter les résidences secondaires. Aujourd'hui, si vous limitez les résidences secondaires sur du Fasmer, les Sablais pourront pas acheter. On est entre 8 et 12 000 euros du mètre carré. Je peux pas acheter du Fasmer aujourd'hui. Donc limiter les résidences secondaires sur le Fasmer, oui, on en fait quoi après? On reste avec des logements vacants. On n'accueille plus de touristes. Aujourd'hui, les touristes, ce qui leur fait rêver, c'est de venir sur du Fasmer. Bonne question, M. Machery. On va poser la question à Aurélien Mauger, candidat sur cette 3e circonscription. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le marché le marché de l'offre immobilier a été complètement dérégulé ces dernières années. Il faut réencadrer tout ça. Il faut réencadrer les tarifs, les loyers et donner beaucoup plus de pouvoir aux communes, effectivement. Même sur la location saisonnière. Même sur les locations saisonnières. Donc, moi, je suis bien d'accord avec monsieur. On n'a pas d'intérêt à ne pas se mettre d'accord entre les touristes qui font vivre le littoral en été et les résidents principaux. Il faut réussir à se mettre d'accord. Et ça passe par une régulation complète de tout ça. Arrêter le marché libre et la spéculation immobilière, et on va s'en sortir de cette façon. Bon, alors c'est le programme qu'on porte à la NUPES. Construire, c'est bien. Je vais vous faire écouter un bout de reportage. J'ai un homme qui s'appelle Marcel Ragon, qui s'appelait Marcel Ragon, il est décédé il y a quelques années. Il était maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie entre 1965 et 1977, et il voulait promouvoir évidemment le tourisme dans sa commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par tous les moyens. Regardez, écoutez. Ici, c'est devenu une usine à béton, exactement comme dans la région parisienne. C'est le même cycle qui va continuer ici. On fait du fric. Ça devient horrible. C'était une plage qui était splendide. Et puis maintenant, ça se dégrade. La protection du littoral a fait l'objet de plusieurs textes avant la loi littorale. Mais la bataille est dure face à certains maires qui ne comprennent pas l'intérêt de sauvegarder leur environnement. Et après tout, on aurait pu classer, protéger définitivement ces dunes. Pourquoi? Ça alors, c'est un point de vue. Si vous trouvez ces dunes admirables, vous avez bien le droit. Je dis que c'est l'endroit le plus crasseux du pays. L'endroit le plus crasseux du pays. Aujourd'hui, un maire dit ça, je ne suis pas sûr qu'il reste en poste 2 minutes de plus. Est-ce qu'on a trop construit sur ce littoral vendéen et que maintenant, justement, les prix ont augmenté, tout le monde veut voir la mer, tout le monde ne la verra pas et on est obligé d'aller loin, loin, loin dans les terres. Mais y aura-t-il encore de la place pour tout le monde, M. Bichoux? On a mal construit sur le littoral. Et heureusement, en 1986, on a eu la loi littorale qui est venue dire stop à certaines des aberrations qu'on connaît à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Hilaire-d'Orier ou encore à Saint-Jean-de-Mont, voire les Sables d'Olonne. Aujourd'hui, j'écoutais ce que disait monsieur Mauger. Je pense qu'on n'a pas, on n'a pas intérêt à opposer encore une fois les touristes avec les résidents à l'année. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'installer sur notre littoral. Il faut qu'on trouve des solutions très concrètes. On a aussi des liens avec le rétro-littoral. Donc, les solutions, elles existent. J'en ai évoqué certaines, mais pas de réquisition comme semble l'envisager Monsieur Mauger. C'est vraiment pas la solution. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Mauger. Merci, Monsieur Bichoux. Merci beaucoup, Clément Bertrand. Depuis l'Île-Dieu, on a bien pris conscience du problème. Merci beaucoup, Alexandre Machery, directeur d'une agence immobilière au Sables-d'Olonne. Trouver un logement dans une grande ville de la région, comme Nantes ou comme Angers, n'est pas chose facile. Certaines familles arrivent de régions parisiennes pensant avoir un budget assez confortable. Eh bien, non. Même dans ce cas-là, non. Les prix ont bondi et cela tend évidemment le marché. Regardez ce reportage, tourné l'an passé, mais toujours d'actualité, signé Éléonore Duplay et Kylian Moreau. Dernier étage de cet immeuble, un studio mansardé en centre-ville de Nantes. Un peu plus de 30 mètres carrés,
que cet agent compte proposer 160 000 €. Il suffit de caler une demi-journée de visite pour trouver 1 ou 2, voire 3 preneurs. Mais on a d'autres biens aussi de petite surface qui partent en une visite, même en visio. Le marché est tendu. Lorsqu'elle a pu quitter Paris pour revenir à Nantes, Stéphanie Montassier pensait d'abord louer un bien pour loger sa famille. Mission presque impossible. Le couple a finalement acheté, et dans l'urgence, 3 400 € du mètre carré. On a payé quasiment notre appartement à Nantes le même prix que notre appartement à Montreuil, pour une surface un tout petit peu plus grande, mais voilà, on n'a pas fait waouh le gap comme on pourrait s'imaginer dans des fantasmes complètement en fait irréalistes. Pour avoir plus grand ou avec un jardin, les acheteurs s'éloignent. Au Cellier par exemple, à 25 km du centre-ville de Nantes, avec une bonne desserte en train. À partir de 6h, 6h30 le matin, jusqu'à 9h30, vous avez un train à peu près toutes les demi-heures. Pour Nantes. Pour Nantes. Je travaille à la fois à Nantes et à Paris. Donc je me déplace souvent, mais je travaille essentiellement en télétravail. Et ensuite, je suis amenée à me déplacer assez régulièrement. Depuis 2 ans, les prix dans la commune ont grimpé d'environ 10%. Alors aujourd'hui, ça vaut entre 190 et 200 000 €. Je parle en net vendeur. 190 et 200 000 €. Il y a 2-3 ans, on était plutôt dans les 150 000. À ce prix-là, les futurs acquéreurs devront aussi tout rénover. Un budget estimé à environ 80 000 €. Le deuxième garage, là. Eh bien, le logement, la rénovation, tout cela coûte cher. Toujours, soirée exceptionnelle, 17h50, 18h50 sur France 3 Pays de la Loire. Débat citoyen dans le cadre de ces législatives 2022. Deuxième débat, on va aborder maintenant les grandes métropoles, celle de Nantes, celle d'Angers. Et toujours à l'écran, ce QR code qui vous permet de retrouver vers notre site internet toutes les informations sur ces élections, les débats dans les 5 départements, présentation des circonscriptions, enjeux locaux, reportages, etc., etc. Geneviève Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate LR UDI Nouveau Centre en Maine-et-Loire sur la 6e circonscription de Maine-et-Loire. Et on va regarder, d'ailleurs, il y a 8 autres candidats autour de vous dans cette circonscription pour que leur nom apparaisse dans quelques instants. On va attendre encore un petit peu. Voilà, ils vont arriver. On les a, voilà, les 8 autres candidats avec la sortante, Madame Dubré-Chirat. Gaëlle Pinault, bonsoir. Vous êtes candidate pour le Rassemblement national sur la 4e circonscription de Loire-Atlantique. C'est votre première candidature également aux législatives. Et il y a 11 autres candidats sur cette 4e circonscription de Loire-Atlantique, la sortante étant Madame Aude Amadou. En duplex avec nous, depuis Angers, Sarah Biche. Bonsoir, Sarah Biche. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. Vous-même, vous êtes étudiante en pharmacie. Vous allez nous expliquer dans quelques instants ce que vous faites pour les étudiants et pour qu'ils trouvent un logement. Et en duplex avec nous depuis l'Arrault, dans le sud-ouest de la Mayenne, Magali Bézia, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes une somatopathe, ça n'est pas un gros mot, absolument pas. Installée, vous faites du bien aux gens, installée en Mayenne depuis peu. Vous êtes une ancienne Pimblotine. C'est quoi une Pimblotine? Vous devriez savoir, Madame Pinault. Oui, quelqu'un qui habitait Pimbeuf. Exactement. Madame Bézia était de Pimbeuf. À tout de suite. Alors, on va regarder d'abord des chiffres pour bien présenter ces 2 métropoles. Angers-Loire Métropole, ce sont 29 communes, 303 000 habitants, dont 45 000 étudiants. Nantes Métropole, 24 communes, 665 000 habitants, dont 43 000 étudiants. Des habitants qui sont, pour certains, chanceux et peuvent vivre en ville quand ils le veulent, et les autres doivent s'éloigner. Il manque au moins 5 000 logements neufs sur Nantes Métropole, dit l'un des vice-présidents. Regardez quand on veut louer un appartement de 60 mètres carrés. On reprend un petit peu la même superficie que tout à l'heure avec le bord de mer. À La Roche-sur-Yon, toute charge comprise, il vous en coûtera 600 €. À Laval, 650, au Mans, 700. À Angers, alors là on monte d'un cran, 850. Et à Nantes, on peut franchir allègrement la barre des 1 000 €. Comment faire, Madame Gaillard, quand on veut vivre à Angers ou à Nantes et qu'on doit faire face à des loyers de ce type? Eh bien, déjà, je pense qu'il va falloir mettre une vraie politique d'encadrement des prix des loyers et éviter la spéculation et la surenchère qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais néanmoins, on a un phénomène qui est né il y a une vingtaine d'années avec l'arrivée du TGV, qui a fait un phénomène d'aspiration puisque beaucoup d'entreprises de la région parisienne ont délocalisé sur Angers puis sur Nantes. Et effectivement, l'exposé le disait très bien tout à l'heure, on avait des prix en région parisienne, on arrive avec un budget de région parisienne et finalement, ça a modifié.
Ça a complètement modifié le panier et ça pénalise. Alors quand on a l'argent, ça va, parce que là, le couple, visiblement, avait l'argent. Mais quand on l'a pas, quand on l'a pas, ça nous oblige effectivement à nous délocaliser et à nous reculer de plus en plus vers la première, la deuxième, voire la troisième couronne. Sur Angers comme sur Nantes, on a le même phénomène. Les gens partent beaucoup plus loin, partent sur des territoires ruraux. Et je pense que sur l'aménagement du territoire, il est important aujourd'hui de redonner la main aux maires, parce que ce sont eux qui ont les outils pour avoir la maille la plus fine, pour aménager leur territoire. Il faut qu'on arrête de faire du zonage à la parisienne. Très bien. Madame Pinault, comment on fait quand on a des loyers, comme on vient de l'évoquer, très chers, qu'on démarre dans la vie et qu'on doit faire des choix? Pas, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas possible pour les étudiants qui n'ont pas les parents derrière à aider, etc. Donc, c'est des personnes qui s'éloignent, qui font beaucoup de trajets. S'ils ont leur voiture, les frais de carburant en ce moment sont catastrophiques en plus. Et sinon, c'est effectivement tout ce qui est bus, tram, etc. pour Nantes en tout cas. Et du coup... Donc c'est-à-dire, on encadre les loyers, on laisse comme ça, ou on incite les gens à aller sur votre circonscription, en tout cas celle que vous convoitez, il y a une partie de Nantes, et puis autrement, on va vers Brun, on va vers le Bougnay. Il n'y a pas assez de logements sociaux, c'est clair. Du point de vue du Rassemblement national, on voulait 100 000 nouveaux logements, et c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Alors, des logements sociaux, il en manque sur l'agglomération nantaise. Sur Angers, c'est bon. On va regarder d'ailleurs les chiffres des logements sociaux. Il y a 27,8% de logements sociaux sur Angers et Loire Métropole, 21,6% sur Nantes. Et on sait que les deux villes, avec leur grosse agglomération, devraient avoir au moins 25% de logements sociaux. On va se tourner vers Sarah Biche, en duplex d'Angers. Sarah, on vous retrouve. Vous êtes présidente, je le rappelle, de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. Concrètement, vous faites quoi? Quel levier vous avez pour aider les étudiants à trouver un logement sur Angers ou sa périphérie quand ils arrivent pour une année d'études? Alors nous, on agit du coup sur cette situation qui nous a alarmés déjà depuis des années. On a monté un dispositif qui s'appelle Un lit pour la nuit en 2020, qui est ouvert à partir de fin août jusqu'à peu près fin octobre et qui permet aux étudiants qui n'ont pas de solution d'hébergement sur la rentrée universitaire de se faire héberger gracieusement par des hébergeurs volontaires, donc des personnes retraitées, des actifs, d'autres étudiants, n'importe qui a une chambre de libre ou en tout cas, à défaut, au moins un canapé-lit, et qui peuvent les accueillir le temps qu'ils puissent se retourner en fait et pouvoir commencer leur cours un peu plus sereinement pour trouver un logement dans la durée. Malheureusement, on n'a pas de solution miracle pour renvoyer ces étudiants vers du logement pérenne dans le temps. Et c'est là que justement, nous, on alerte sur toutes les difficultés qu'on connaît parce que ça fait longtemps et cette situation, elle n'est pas récente. Notamment quand on sait que chez les étudiants, le taux d'effort, il dépasse les 50%. Donc c'est vraiment le loyer, une part plus qu'importante du budget des étudiants. Et on sait que notamment à Angers, on a pour, comme vous l'avez dit précédemment, 45 000 étudiants, seulement 2340 lits Crous, ce qui est dérisoire par rapport à la population. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de résidences universitaires sous l'égide du Crous ? Il n'y a pas assez de résidences universitaires, il n'y a pas assez de logements en général, et on se souvient du plan 60 000 logements qui est loin d'avoir atteint ses objectifs, puisqu'on est loin des 60 000 actuellement. Et on a un public estudiantin qui doit se diriger vers le parc privé, mais un parc privé qui est de plus en plus cher. Nous, on a sorti un indicateur du coût de la rentrée 2021. Par exemple, à Angers, vu récemment, 400 € pour 18 mètres carrés. Oui, et on a vu des chiffres encore plus aberrants. Nous, on s'est déjà retrouvé face à des étudiants qui voyaient des chambres chez l'habitant de 16 mètres carrés à plus de 600 €. Et ce n'est pas des cas isolés. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de demander, Sarah, à Mme Gaillard, candidate sur Angers, à Mme Pinault, candidate sur Nantes, et qui seront peut-être, dans quelques jours, députés de la République? Eh bien, tout d'abord, d'agir pour une revalorisation des aides au logement, pour une meilleure communication sur ces dernières qui ne sont pas toujours connues de tout le public estudiantin, notamment du public extracommunautaire qui est quand même nombreux sur les dispositifs d'aide. Tout simplement de construire plus de logements parce que même si des cités sont en cours de construction, ça n'épongera pas toute la masse d'étudiants qui n'a rien à la rentrée universitaire. Et aussi d'agir sur des choses qui existent déjà, notamment la garantie Visale, qui est malheureusement très peu, ou en tout cas mal acceptée par les bailleurs privés et par les agences actuellement sur Angers. Et d'agir tout simplement sur la précarité étudiante en général, puisqu'elle ne touche pas que le logement, elle est multifactorielle.
Très bien. Alors, on va reposer la question. Vous avez entendu la question, Madame Pinault. Oui, effectivement, nous, ce qu'on défend vraiment, c'est de soutenir financièrement les jeunes, notamment quand ils travaillent durant leurs études. On sait que ça les éloigne forcément un peu de leurs études. Là, l'idée, c'est vraiment un soutien financier. Mais un soutien de quel ordre? Un soutien financier. Oui, mais financier qui viendrait d'où Là, de l'État, hein, clairement. Donc l'État paierait une partie du loyer? Il est important d'aider les étudiants, c'est quand même la France de demain. Donc ça ne nous pose pas de problème, effectivement, de donner de l'argent pour qu'ils puissent continuer leurs études. Sinon, c'est des gens qui arrêtent leurs études. Étudiant, en fait. Oui, parce que de toute manière, au bout du compte, après, sinon, ils arrêtent leurs études. Et du coup, ça veut dire que nous n'aurons pas assez de diplômés plus tard. Donc un revenu d'étudiant pour payer tout partie du loyer. Oui. Madame Gaillard. Eh bien, moi, je pense qu'il faut revoir largement les dispositifs de bourse. Il faut revaloriser les bourses. Et il faut revoir les APL liés aux étudiants, justement, pour leur permettre ces accès. Et puis, passer des conventions avec les bailleurs privés pour pallier effectivement le gap entre les parcs de Crous, sachant qu'effectivement, et comme l'intervenante l'a fort bien souligné, il y a aujourd'hui des logements qui sont en cours de construction, en cours de rénovation, puisque la ville d'Angers fait un effort conséquent, puisqu'elle a une population forte au niveau étudiant, et fait un effort conséquent pour réaliser des logements à destination des élèves avec des partenariats avec le Crous, mais il faut également du partenariat avec le parc privé et avec le parc public également. Mais effectivement, les deux premières clés sont des aides et des relectures des grilles de bourse, et puis des aides en matière d'APL logement étudiant. On va revenir vers les étudiants et vers Sarah Biche dans quelques instants. Là, on va se tourner vers Laro. Magali Bézia, je disais, vous êtes somatopathe. Donc c'est de l'ostéopathie, mais en tenant compte un petit peu de l'aspect psychologique du patient. Vous, avec votre compagnon, qui est un ex-angevin, vous vous êtes installé à Laro en décembre dernier. Pour quelle raison? Oui. Eh bien, tout simplement parce que nous avons quitté la Loire-Atlantique parce qu'on n'avait pas la possibilité d'investir sur la Loire-Atlantique au vu des prix très élevés. Et comme j'avais vraiment l'intention d'investir dans une maison, eh bien, en fait, je suis revenue sur la Mayenne que je connaissais déjà, et où je savais que les prix des logements étaient beaucoup plus abordables, malgré que ça a également pas mal flambé depuis 2 années. Ça veut dire que la maison que vous avez là, voilà. Vous êtes dans votre jardin, on vous voit, Magali, vous n'auriez pas pu vous la payer en banlieue nantaise? Ah non, c'était juste pas possible. Les prix, on multiplie par 3, donc c'était pas possible. Bon, comment on fait quand on a des gens, Madame Gaillard, qui veulent habiter éventuellement près d'une grande ville, qui en dehors de la jolie commune de Laro décident de s'installer là-bas, mais il y a plein de gens qui aimeraient s'installer au plus près de Nantes ou d'Angers et qui ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, il y a la loi de l'offre et de la demande. C'est là, on n'en a pas la maîtrise. Par contre, il y a des dispositifs fiscaux qu'il conviendrait de revisiter, et notamment le dispositif Pinel qui est spécifiquement dédié aux communes urbaine. Alors, le Pinel, c'est quand on achète un appartement, par exemple, et qu'on doit le louer. Et on devrait pouvoir ouvrir ces dispositifs de défiscalisation, y compris sur des territoires ruraux. Et puis, enfin, il y a un problème majeur aujourd'hui, c'est la surenchère, la spéculation sur l'immobilier, mais également sur les coûts de construction. Et c'est toute la chaîne qui est en train de se gripper. Les coûts de construction, ils augmentent parce que la crise, notamment en Ukraine, et la crise sanitaire ont été des accélérateurs de prix. La crise en Ukraine, elle est aussi un prétexte pour beaucoup il y a eu la crise sanitaire avant. Mais il y a eu la crise sanitaire avant, et qui fait qu'il y a eu un appel d'air, et les gens ont eu envie aussi de changer de cadre de vie. 25% l'augmentation des matériaux. Et voilà. Et donc, si on n'intervient pas aujourd'hui, et si l'État n'intervient pas, et donc si les députés n'interviennent pas, c'est toute la chaîne du logement, alors, si de la construction. Député demain, qu'est-ce que vous feriez concrètement? Eh bien déjà, on mettrait un encadrement, un plafonnement sur les prix des matériaux. Ensuite, il faut redonner la main, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut redonner la main aux maires, il faut réinstituer le dialogue entre les collectivités locales et l'État qui, depuis 10 ans, est en panne sèche. Et puis surtout, il faut revoir les zonages pour permettre justement aux maires de pouvoir faire la maille fine pour développer du logement qui reste accessible sur leur territoire. Et il faut savoir que sur Angers, 69% des entreprises sont des entreprises de commerce, de services, de transport, et 69% d'entre elles ont moins de 10 salariés. Donc ça veut dire aussi peut-être repenser à déplacer des activités en dehors des agglomérations. Donc de demander à des entreprises de déménager en agglomération ou hors agglomération pour remettre
des habitations à la place. Et puis ramener le travail au plus près des habitants, parce qu'il y a la problématique de la mobilité. Bon. Madame Pinault, des gens comme Magali Béziat, il y en a beaucoup en Loire-Atlantique, il y en a beaucoup en Maine-et-Loire aussi, qui aimeraient éventuellement s'installer à Angers ou à Nantes et qui ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, c'est vrai qu'il y a des grosses difficultés, en fait, notamment pour les locations aussi. Pour l'achat, effectivement, les prix s'envolent. Là, c'est la loi de l'offre et de la demande, comme vous disiez. Par contre, il faut aussi faire que la location soit plus facile. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont peur de louer leur logement. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait créer un fonds de garantie des loyers pour protéger les propriétaires. Du coup, ils seraient plus ouverts à la location et ils demanderaient moins de garanties, etc. On voudrait aussi lancer un plan de réhabilitation de l'habitat, mais grâce à des aides efficaces. Il faut dire aujourd'hui, toutes les aides qui existent, c'est a posteriori. Est-ce que ça veut dire ceux qui ont les moyens, qui est éventuellement, allez, on va dire carrément le mot, si vous êtes riche, vous pouvez vivre à Nantes ou à Angers, si vous ne l'êtes pas, hop, vous allez plutôt à la campagne. Est-ce que ce n'est pas un petit peu comme ça ? De toute manière, là, on ne va pas pouvoir forcément intervenir sur tout ce qui est achat d'appartements, etc. Par contre, sur les logements, construire davantage de logements, ça oui, là on peut intervenir. Aider les personnes à louer leur logement, ça on peut intervenir. C'est vrai que là, il y a eu un peu une folie depuis le Covid, notamment autour de Nantes, puisque du coup, c'est pas très loin de la mer. On a eu une explosion des prix qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Et là, vraiment... alors on peut être aussi heureux à la campagne. On le voit avec vous, Magali. Magali, il y a un autre problème qui se pose aussi pour l'un de vos enfants, qui est jeune travailleur et qui vit à Angers. Il a 23 ans. Son revenu de 1 400 € lui permet simplement d'avoir aujourd'hui un logement de 25 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il ambitionne, votre fils ? Mais il aurait aimé acheter autour d'Angers, enfin en tout cas pas très loin de son travail, mais là actuellement c'est pas possible, en étant seul en plus pour faire un emprunt, c'est impossible. Il va être obligé de s'éloigner de la région d'Angers. Il envisage même peut-être de quitter son emploi pour trouver quelque chose plus proche en Mayenne et pouvoir bénéficier d'un achat de maison plus abordable pour lui, tout simplement. Ouais, pour aller dans votre sens, on va regarder justement les prix médians au mètre carré, justement sur nos villes. Regardez sur Nantes, 4 480, ça a pris 6% en un an, en seulement un an. Regardez Angers, 3 500 €, La Roche-sur-Yon, 2 417, Laval, 2300, Le Mans 2000, Segré, pour prendre une ville au milieu de notre région, 1752. La moyenne dans la région est 2154. Madame Gaillard, vous venez d'entendre, là on a une maman d'un jeune Angevin, il veut rester à Angers, il aimerait investir, il va peut-être pas pouvoir. Eh bien, il me semble aussi que les banques ont un rôle à jouer, parce que je pense qu'il faut redynamiser le dispositif, le prêt à taux zéro. Il faut peut-être descendre cette norme de 20% que les banquiers ont exigée dernièrement dû à la crise Covid, ramener les choses à des proportions un peu plus raisonnables. Parce que quand on démarre dans la vie, on n'a pas forcément 20% d'apport pour une acquisition. Et donc là aussi, les partenaires, tous autant qu'ils sont, ont un rôle à jouer et les banquiers ont ce rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, on a à nouveau une hausse des taux, mais on a une défiance des banques, une frilosité des banques. Ils ont peur de ne pas être remboursés. Et ils ont peur de ne pas être remboursés. Madame Pinault, Tout à fait. Impliquer les banques ? Oui, impliquer les banques et aussi octroyer des prêts publics, notamment faciliter l'accès. Alors aux jeunes couples, c'est vrai que là, hélas, j'entendais, il est effectivement célibataire. Mais après, je pense que ça pourrait être aussi donné pour les célibataires. Faciliter l'accès à la propriété en leur octroyant un prêt public, donc effectivement... beaucoup plus rassurant pour donc quand les banques n'arrivent pas à suivre. À nouveau. Sarah Biche, on vous retrouve en duplex d'Angers, vous qui êtes présidente d'une fédération étudiante. Est-ce que vous avez été amenée, est-ce que vous pouvez être amenée à négocier avec un propriétaire en faveur d'un étudiant pour faire baisser un prix ? Alors, ce n'est pas un cas qu'on a rencontré parce qu'on n'est pas impliqué dans les négociations. Par contre, nous, on redirige les étudiants vers les bons acteurs et actrices pour se faire accompagner vers un accès au logement, tout simplement. Après, il y a un travail à mener, notamment, comme je le disais avant, sur l'acceptation des garanties visales et sur juste l'encadrement des loyers en général avec tous les acteurs et actrices du logement. Ouais. Sarah, est-ce que vous connaissez des étudiants, des étudiantes qui ont dû malheureusement, faute de budget, faute de revenus, abandonner leurs études, prendre une autre voie, une autre formation, éventuellement rémunérée, mais ailleurs, quitter Angers à cause du coût ? Oui, tout à fait. On a eu des étudiants qui ont refusé leurs affectations en master à la rentrée parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de logement à Angers.
Et j'entendais parler de partir dans d'autres couronnes ou juste de changer de ville, de s'éloigner. Mais quand on est étudiant, ce n'est pas possible puisqu'on ne choisit pas ses affectations, que ce soit sur Parcoursup ou sur e-candidat. On n'a pas le choix de l'endroit où on va pouvoir réaliser nos études. Et de toute façon, les transports actuellement, en tout cas à Angers, ne permettent pas de se rendre sur les campus dans un temps acceptable quand on est sur les sur les couronnes un peu plus éloignées. Et sinon, ça nécessite d'avoir une voiture et vous l'avez très bien dit, les coûts sont exorbitants. Et on a même des étudiants encore plus graves qui se sont retrouvés à dormir dans leur voiture, au camping ou à la rue. Et ça, c'est des vrais cas auxquels on a été confrontés. Des étudiants qui dorment dans des jardins, qui dorment devant l'université. Ouais, en 2022, c'est difficilement entendable, notamment en France. Madame Gaillard, quand vous entendez ça, comment vous réagissez? Ça me choque parce que c'était déjà le cas en 78. Donc ça veut dire que rien n'a changé. Les députés servent à rien, alors? J'irai pas jusque-là. Non, c'est une question. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu aussi une augmentation du nombre d'étudiants. Ça veut dire qu'aussi les bailleurs sociaux ont un rôle majeur à jouer. Et ça veut dire qu'effectivement, les élus doivent être une force de pression, une force de proposition pour que ce genre de situation cesse. Il y a même des gens qui aujourd'hui, malheureusement, ça touche les étudiants, mais ça touche aussi des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se loger. Et ça, il faut qu'on le résolve. Sur ce sujet. Effectivement, moi, quand j'étais étudiante à Nantes, j'étais à Pont-Saint-Martin pour m'installer, parce que tout simplement, je ne pouvais pas payer déjà à l'époque. Donc il y a des choses encore à changer aujourd'hui. Et il y avait déjà des gens dans les campings à côté, le camping du Petit Port. Merci beaucoup, Gaëlle Pinault, candidate du Rassemblement national en Loire-Atlantique. Geneviève Gaillard, candidate LR en Maine-et-Loire. Merci, Sarah Biche, présidente de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. Vous étiez en duplex d'Angers avec nous. Merci beaucoup, Magali Bézia, également de nous avoir fait part de votre expérience. Vous qui êtes Paimblottine à l'origine, originaire de Paimboeuf et aujourd'hui habitante de Larreau en Mayenne. On salue justement Gaëtan Chadelot, votre voisin, qui nous a permis de rentrer en contact avec vous. Regardez le rendez-vous dimanche soir électoral sur France 3 dès 19h avec Maxime Jaglin et Virginie Charbonneau. Tout de suite, les programmes continuent avant le journal.